Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 titres qui vont mettre en avant les femmes. Et c'est une pure coïncidence, il s'est juste avéré que je les ai lus les uns à la suite des autres. Donc on a le dernier Marie Varey, nous qui avons connu Solange, Dear Debbie de Frida McFadden, en anglais, pas encore sorti en français. Et bienvenue à Dietland de Sarah Walker, que j'ai acheté au Quai du Polar, que je vous montrais dans ma vidéo des Quais du Polar. Voilà, alors je vais commencer par celui-ci, et en fait ces trois-là ont un lien. Ils parlent de femmes qui tiennent des chroniques, ou qui écrivent, ou correspondances épistolaires. Pure coïncidence, c'est assez drôle. Alors nous qui avons connu Solange de Marie Varey, on me l'a très gentiment prêté, j'allais l'acheter, un très beau roman qui rend hommage aux femmes d'une même famille, sur le besoin, la volonté de liberté, d'émancipation. Je l'ai trouvé profondément féministe, mais pas non plus en enfonçant les hommes. Il y a quand même un assez gros clivage, j'ai trouvé, entre les hommes du récit, avec des hommes profondément mauvais et des hommes profondément bons. Alors, on suit au début du récit Célestine qui a 107 ans, oui, c'est possible apparemment, qui s'adresse à une certaine Biquette, donc on se doute que c'est quelqu'un de sa famille de laquelle elle est proche. Donc elle lui parle, elle lui raconte un petit peu sa vie. Ce récit-là est alterné avec des moments où une fameuse Solange du coup, s'adresse à une certaine Jeanne. Et je pensais que la relation entre ces deux femmes était d'une certaine façon. Et en fait, il s'est avéré que c'était une relation complètement autre que celle à laquelle je m'attendais. Donc j'ai une grosse surprise sur ça. Et c'est ce que j'aime avec Marie Varey, c'est quand vous pensez qu'une situation ou une relation est d'une certaine façon parce que c'est expliqué comme tel et qu'en fait il y a un gros retournement de situation et c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. J'adore. Bref, Célestine, elle grandit en Corrèze, dans la ferme familiale, entourée de sa mère Marguerite et de son beau-père Alphonse, qui est un homme violent, un connard qui ne sert à rien. Elle aura 4 autres enfants, sa mère avec cet homme qui ne sert à rien, 3 fils dont 2 jumeaux et une fille Solange. Mais Solange naîtra des années après, une fois que Célestine, notre protagoniste principale, est déjà un petit peu grande, elle a fait des études, une jeune fille très curieuse qui s'intéresse énormément à la lecture, qui veut aller faire des études et qui va y aller, sauf qu'un jour sa mère accouche et c'est Célestine qui doit s'occuper de Solange parce que sa mère meurt. Et à un moment dans le récit, alors que sa mère est encore vivante, elle lui dit je ne veux surtout pas finir comme toi, donc c'est quand même assez violent, du style je ne veux pas rester femme au foyer à s'occuper de mon mec et de mes enfants et je veux aller faire des études. Et sa mère lui répond quelque chose d'assez beau que j'ai écrit. Chacun a sa place et chaque rôle est important, alors respecte celui des autres. Et même si tu habites en ville plus tard, si tu deviens institutrice ou secrétaire ou que sais-je d'autre, la ferme, la terre, ta famille resteront toujours tes racines et celles de tes descendants. C'est dans ton sang que tu le veuilles ou non. Page 59. Donc on a vraiment un petit peu ce clivage entre la mère Marguerite qui n'a jamais pu travailler mais qui aide, et heureusement qu'elle est là, son mari, ce vieil alcoolique nul et violent, à transformer la ferme, et sans elle des améliorations n'auraient jamais été faites, une rentrée d'argent n'aurait jamais eu lieu, mais pour autant voilà, elle est condamnée à rester chez elle, elle n'a jamais fait des études. Célestine se destine vraiment à ça et en fait le problème c'est qu'elle va être bloquée chez elle. Son beau-père va lui dire maintenant c'est toi la femme de la maison, tu vas élever Solange, tu abandonnes tes études, donc c'est un gros coup bas forcément pour elle. Elle va devenir la mère de substitution de Solange alors qu'elle a 12-13 ans, donc c'est quand même assez violent. Célestine grandit, c'est vraiment la relation très fusionnelle qu'elle va avoir avec cet enfant qui est un petit peu la sienne, c'est sa petite sœur mais c'est un petit peu sa fille, bizarrement. Elle va devenir proche d'un certain Armand Bélanger qui est le fils des voisins qui ont également des terres, mais il a un grand frère Édouard qui lui se destine à être médecin et qui aime bien Solange alors qu'elle est un petit peu plus vieille.
Ils vont se rapprocher, mais elle est destinée à finir avec Armand, il la convoite, elle l'aime bien aussi. Il n'y a pas du tout à ce niveau-là une union forcée comme il y en avait souvent à l'époque et même encore maintenant. C'est une jeune fille qui amène Solange avec elle dans les champs avec Édouard, elle l'isola. Ensuite c'est Célestine qui grandit, ses frères qui vont aller à la guerre, qui vont mourir, elle va être encore cantonnée avec ce beau-père qu'elle déteste tant. Un jour Solange grandit, il va se passer quelque chose. La fameuse Jeanne va apparaître, Solange va être internée en institution psychiatrique de façon forcée. Donc en fait les lettres qu'elle adresse à la fameuse Jeanne, elle les écrit de cette institution. Et là je ne vous spoil pas parce que c'est quelque chose qui est dit dès la première lettre de Solange à Jeanne. Célestine ensuite grandit, elle aura elle-même sa propre famille, elle reprend un petit peu Solange sous son aile. Il y aura Jeanne également dans le paysage, donc c'est vraiment Célestine qui se retrouve à la place de sa mère qu'elle ne souhaitait surtout pas avoir, mais qui ouvre une épicerie, qui fait grandir les terres, enfin bref, qui a des idées et qui va, avec Armand, son mari, développer ça. Et au final, elle n'aura pas la vie qu'elle avait voulu, mais pour autant, elle a quand même une certaine liberté, mais elle est quand même enfermée d'un certain autre côté. Solange dit quelque chose à Jeanne que j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai dit, c'est un roman assez féminin et féministe. Elle lui dit « C'est important de ne pas toujours obéir aux règles, Jeannette. Prends garde, surtout aux règles qui ne concernent que les filles. Elles ont été inventées par des hommes uniquement dans leur intérêt. » Page 263. On a vraiment les petites filles qui souhaitent être profs, qui lisent, qui veulent être poétesses et dans le présent plus que ça en rapport avec l'espace et tout. Les personnages masculins qui sont vraiment bons, on a Édouard et Armand Bélanger, les personnages profonds et même les frères de Célestine. Les personnages franchement mauvais, on a Alphonse, son beau-père, donc il y a un gros clivage à ce niveau-là. Donc écoutez, voilà, et en fait je me suis trompée, Solange au début du récit, elle n'est pas dans une institution psychiatrique, c'est ensuite qu'elle le sera, mais au début elle est dans une maison de redressement parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Bref, je vais m'arrêter là pour ça, j'ai trouvé que c'était un roman absolument génial, lu en 2 jours, voilà, qui met à l'honneur des femmes qui se battent à leur époque pour exister, pour faire ce qu'elles veulent, mais elles ont un peu des chaînes, mais elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont quand même des idées. Il y a des mauvais personnages autour, on a un prêtre qui fait des attouchements, enfin bref, il y a toujours des personnages un petit peu problématiques et souvent, malheureusement, c'est un fait. C'est les hommes qui sont problématiques parce qu'ils en veulent à leur liberté et les rabaissent du simple fait qu'elles sont femmes. Voilà, un roman auquel je mettrais facilement un 9,5 sur 10, vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, Dear Debbie de Freida McFadden que j'ai acheté fin janvier, qui est son avant-dernier, avant-avant-dernier, je ne sais pas, elle en écrit un tous les 3 du mois, en anglais, il n'est pas encore sorti en français. Écoutez, franchement je l'ai bien aimé, mais encore une fois, si j'en lis un tous les 6 mois, ça suffit amplement. Encore une fois également, le niveau de vocabulaire est assez bas, assez facile, assez accessible. Si vous avez un niveau B1, B2 sans être non plus bilingue, allez-y, vous comprendrez. On suit Debbie Mullen, qui est une femme très intelligente qui a étudié au MIT, le fameux institut du Massachusetts, spécialisée dans les enseignements scientifiques. Donc c'est une tronche, sauf qu'elle est femme au foyer. Elle ne peut pas vraiment mettre en vigueur, à mettre en activité ses capacités, mais pour autant elle crée une application où elle peut tracer les membres de sa famille et également à mi-temps elle est chargée de répondre à des femmes qui écrivent au magazine local. Elle a 2 filles, Lizzie et Izzy. Izzy genre I-2-Z-Y, pas easy, facile, attention. Lizzie qui sort avec un gars pas très cool, Izzy qui fait du soccer mais qui se fait un petit peu bully par son coach, et son mari Cooper qui est comptable et qui est un homme très assez introverti qui n'ose pas s'affirmer et qui voudrait être partenaire avec le partenaire de la boîte, mais celui-ci refuse. Et c'est vraiment Debbie qui
prend les devants, qui y va. C'est une héroïne assez badass et qui ne va surtout pas hésiter à se venger de celles et ceux qui veulent du mal à sa famille. Donc c'est quand même assez sombre, forcément c'est un polar, c'est McFadden. Il y a, je vais pas vous en dire plus, mais elle va faire des trucs à sa voisine qui a des plus belles fleurs qu'elle, un qui fait du bruit, au copain de sa fille qui ne la respecte pas. Bref, il va se passer plein de trucs, et ben vraiment à la fin, comme habituellement, hein, le livre est organisé avec plusieurs points de vue. On a le point de vue de Debbie, celui de Cooper, et ensuite celui de Holly, qui est une autre femme qui travaille dans la salle de sport où tous les deux s'entraînent. Et il y a eu un retournement de situation vraiment auquel je ne m'attendais pas, donc c'était quand même assez bien trouvé et inattendu. On va quand même lui laisser ça. J'ai assez bien aimé, je l'ai lu en 2 jours, franchement, pas si pire. Et encore là, on a une héroïne qui écrit des chroniques et qui est une héroïne forte et qui clairement, alors là, s'affirme. Alors là, il n'y a pas de doute. Et la dernière lecture de laquelle je voulais vous parler, c'est Bienvenue à Dietland de Sarah Walker, que j'ai acheté en avant-première au Quai du Polar avant qu'il ne sorte officiellement en librairie. Un livre qui apparemment s'inspire de Fight Club. Je n'ai jamais lu le livre et vu le film, mais c'est ce qu'a dit l'autrice. Un récit profondément féminin et féministe qui parle de plein de choses, c'est extrêmement riche, donc je vais essayer d'être concise. Mais en gros, on va suivre Alicia / Prune, qui est une jeune femme objectivement en surpoids, qui a toujours eu un problème avec son poids, qui a essayé plein de régimes qui ne fonctionnent pas. Et c'est un livre qui évoque la place de la femme, le poids, les régimes, l'image qu'on a de la femme, la chosification qu'on en fait avec des magazines, avec des affiches, avec des magasins où elles sont à moitié à poil pour donner à vendre et que les hommes achètent. Elles sont clairement chosifiées. Et c'est un livre profondément féministe où il y a une sororité qui s'organise contre ça et les femmes se vengent et remettent à leur place les hommes et les chosifient à leur tour, et j'ai beaucoup aimé. En gros, Prune / Alicia prévoit une opération du corps, donc je pense une espèce de... comment on appelle ça, une liposuction, quelque chose de similaire. Elle se dit que actuellement elle vit dans un corps temporaire, qu'il y a l'avant-opération et l'après. Pour elle, c'est vraiment le moment clé, mais pour l'instant il n'a pas lieu. Elle achète des vêtements qui sont beaucoup trop petits pour elle, son après. Et elle écrit également pour des chroniques, en gros elle est chargée de répondre à des mails d'adolescentes concernant leur corps, la mutilation, plein de sujets divers et variés. Elle se fait passer, en fait c'est un peu une ghost writer. Elle se fait passer du coup pour Kitty, qui est une jeune femme qui répond à ses mails, sauf que la vraie Kitty qui travaille dans une tour incroyable de Manhattan est overbookée. Du coup c'est Alicia qui prend sa place, elle travaille de chez elle dans un café, et c'est vraiment cette obsession avec ce corps, ces régimes qu'elle a subis. Alors on en apprend plus sur elle dans son enfance. On apprend qu'elle a vécu dans une maison dans laquelle vivait une actrice connue du cinéma muet, que tout le monde prenait la maison en photo parce que c'était un petit peu l'endroit phare, mais qu'en fait elle croyait que les gens se moquaient d'elle. Donc dès l'enfance même elle avait un problème avec son poids, ce qui devait être compliqué à gérer. Elle a fait des régimes d'une organisation baptiste un peu bizarre créée par une certaine Laila, composée de milkshake et d'un vieux plateau repas sans goût. Sa fille, des années plus tard, Verana, a dénoncé sa mère en disant que c'était une entreprise factice, qu'elle vendait du faux, que c'était complètement fake, et depuis elle a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue à Dietland, je crois, qu'elle donne à Alicia parce qu'elle va la rencontrer, et elle lui dit qu'elle lui filera 20 000 $ après avoir discuté avec elle, après l'avoir rencontrée plusieurs fois, et son but c'est de la dissuader de faire cette opération qu'elle a tant envie de faire. Pour Alicia c'est absolument inconcevable parce qu'elle veut retrouver, elle veut être elle-même qui elle est à l'intérieur, et son extérieur ne reflète pas sa vraie personne.
Et donc voilà, il va y avoir elle, il va y avoir également, comment elle s'appelle déjà? Il va y avoir une certaine Julia qui travaille dans la fameuse entreprise où Kitty travaille, dans cet empire de magazines de mode, d'entreprises de cosmétiques. Elle travaille au niveau B1, B2, où en fait il y a le maquillage, cachette, les employées féminines du siège. Elle va essayer, enfin il y a le début comme ça d'une rébellion féministe qui commence. Il va y avoir également une certaine Marlowe qui a écrit un livre, je crois que c'est l'art de la baisabilité. C'est quand même assez lunaire. Et qui est une actrice reconvertie en une relookeuse que va rencontrer Alicia également. C'est les petites actions au fil du temps que va effectuer Alicia pour se venger des gens qui la critiquent sans arrêt, qui disent qu'elle est grosse et bref, elle va se venger un petit peu des gens qui ne la respectent pas et des hommes et pendant le même temps, durant tout le roman, on a des faits divers concernant des femmes qui apparaissent comme une certaine Jennifer qui va se venger d'hommes qui ont violé une jeune fille de 13 ans, de 4 hommes, en les jetant du haut d'un hélico, enfin bref. Donc comme ça, des femmes qui décident d'arrêter ce patriarcat quoi. Et j'ai trouvé ça assez génial. Alors forcément il y a des moments un petit peu lunaires, un petit peu exagérés. C'est à la limite du dystopique, mais franchement j'ai trouvé ce roman profondément loufoque, drôle, mais en même temps hyper osé, hyper engagé, hyper juste parfois dans la conception effectivement que les femmes, enfin que les hommes ont des femmes ou que la société a des femmes. Par exemple, il y a un moment où au lieu de voir des femmes à moitié à poil dans un magazine, certaines femmes vont ordonner au magazine que ce soit des hommes et enfin les femmes ont droit également à leur petit plaisir, voilà. Bref, c'est un roman trop drôle, il faudrait que je vous lise quand même quelques citations parce que franchement, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que j'ai lu. Lire la page 139, par rapport à quoi ? Oui, c'est par rapport à ça. À partir du moment où on remplace les femmes par des hommes dans les magazines, la plupart des magazines masculins et féminins mettaient désormais des hommes sur leur couverture. Londres se refaisait une beauté. Le papier peint qui recouvrait la ville n'affichait plus aucun corps de femme. Le londonien type, l'observateur implicite n'était plus un homme. Le tourisme augmenta en flèche. Les femmes du monde entier accoururent pour assister à cette révolution. Également, Alicia fait une comparaison de son corps avec celui de Frankenstein, où en fait elle rencontre le chirurgien qui va l'opérer, et elle dit les lignes noires qui couvrent le corps de Prune délimitent celui d'Alicia. Donc elle se divise vraiment en deux personnes, deux prénoms, son elle actuel et son elle du futur. Je suis un gros morceau de granit sur le point d'être taillé. Sauf qu'après toutes ces interventions, je ressemblerai surtout à la créature de Frankenstein. Page 212. Donc il y a quand même, comment dire, une objectivité sur son corps actuel et une volonté de sortir de ces régimes et de cette situation dans laquelle elle est, d'embrasser la vraie elle, mais cette difficulté également parce que sa vie est faite de régimes, de privations, mais vraiment en dents de scie. Il y a des scènes où elle mange à vomir, et il y a des scènes où elle se prive et où elle prend une espèce de gélule qui s'appelle le Z, qui coupe complètement la faim. Elle ne mange plus pendant des semaines. Donc ça, après avoir vécu les plateaux repas et les faux shakers là, bref. Je vais m'arrêter là pour Bienvenue à Dietland, un livre que j'ai trouvé unique, vraiment unique en son genre. Ça n'a pas été le coup de cœur du siècle, mais je l'ai trouvé profondément pertinent sur un petit peu l'image qu'on peut avoir des femmes et l'image qu'on peut également avoir du surpoids. Donc je vous encourage vivement à le lire. Alors il est quand même assez cher. Il est vendu 25,90 €, donc oui c'est cher. Donc au pire vous l'achetez entre copines et vous le prêtez. Je ne sais pas à qui je vais le prêter parce que j'ai pas envie qu'on me l'abîme, il est beaucoup trop beau. Mais bref, j'ai trouvé ce récit vraiment osé. Et il y a écrit entre rage, contenu et quête d'identité. Sarah Walker signe un roman féministe coup de poing, aussi féroce que libérateur, qui interroge avec audace les normes étouffant les femmes.
Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo avec 3 titres de 3 femmes qui écrivent, parce qu'elle écrit des chroniques diligemment. Elle écrit, elle répond à des femmes, et Solange écrit à Jeanne. Voilà, des femmes. Vraiment, ouais, vraiment, 3 lectures quand même uniquement féminines, où les protagonistes sont des femmes, et assez féministes et engagées, et ça j'aime bien. Et vous êtes un homme, vous pouvez complètement lire ça, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas une femme que vous ne pouvez pas lire. Voilà, écoutez, c'en est tout. J'ai beaucoup aimé ces 3 livres, rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!